Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette 8e fiche mémoire consacrée donc le bloc de l'Est et la France à l'heure gaullienne de 58 à 69. Nous sommes toujours donc dans notre cours d'histoire de l'Europe centrale et orientale et on va se plonger à présent dans une période donc où va se produire ce qu'on va appeler la détente d'une part, et qui sera néanmoins jonchée de deux crises internationales importantes. Donc période 1958-1969. Première chose à retenir dans cette période, c'est tout simplement que ce qui va la caractériser, comme j'avais déjà annoncé, c'est que la France va réémerger dans un certain sens sur la scène internationale. En effet, à partir de 1958, de mai 58, s'installe à la fois en France un nouveau régime, une république toujours, mais une république beaucoup plus présidentielle, donc avec à sa tête le général de Gaulle. De Gaulle, c'est cet homme qui avait incarné la France pendant la période de l'occupation, qui avait réussi à négocier une place pour la France dans les règlements internationaux d'après 45, hein, rappelez-vous, la place au Conseil de sécurité, tout ça, hein, quand il a été notamment président du Conseil par intérim, hein, à la fin de l'occupation et du gouvernement provisoire. Et De Gaulle, très rapidement, va mettre en place une politique étrangère tout à fait originale qui va permettre à Khrouchtchev, qu'on avait laissé la dernière fois, rappelez-vous, en 1956, avec les épouvantables répressions, principalement suite à l'antistalinisme, à la déstalinisation, principale répression qui avait eu lieu en Hongrie, avec cette fameuse révolution de Budapest, qui avait fait plusieurs milliers de morts, où Khrouchtchev avait dû se résigner à envoyer l'armée, l'armée rouge. Eh bien, Khrouchtchev, fin 56, il est en attente d'une relance, de trouver quelque chose pour essayer de relancer justement cette détente dont l'Union soviétique a tellement besoin. Et c'est De Gaulle, en fait, qui va lui permettre tout simplement de pouvoir trouver cette voie vers la détente avec une politique étrangère tout à fait indépendante, autonome, hein, qui se voudra ni alignée sur les États-Unis, ni alignée sur l'Union soviétique. Cette politique étrangère est définie tout de suite en 1958 avec donc la citation suivante, collaborer avec l'Ouest et l'Est, au besoin contracter d'un côté ou bien de l'autre les alliances nécessaires, sans accepter jamais aucune espèce de dépendance. Donc, cette politique étrangère de Gaulle, évidemment, va, dans un premier temps, profondément intriguer l'Ouest, et l'Est aussi, bien sûr, et permettre, tout simplement, de pouvoir créer les conditions d'une détente vis-à-vis du bloc soviétique. De Gaulle étant, en fait, en quelque sorte, si vous voulez, une espèce d'intermédiaire. En effet, Cinquième République qui s'installe avec un régime très personnalisé, très présidentiel, où la France, donc, évidemment, représente cette fois-ci vraiment quelque chose, avec l'homme du 18 juin, qui est un personnage tout à fait emblématique sur la scène internationale. Donc, très rapidement, les axes de cette politique vont se dessiner, notamment, on le verra tout à l'heure, de la fameuse relance du couple franco-allemand. En effet, très rapidement, dès 1958, De Gaulle reprend contact, fait des contacts diplomatiques avec l'Allemagne de l'Ouest, et son président, Konrad Adenauer. Adenauer, donc, qui va en effet se rapprocher de De Gaulle, et la création de cet axe, justement, va permettre, là aussi, de développer cette politique de détente. Donc, tout se met en place, si vous voulez. On se dirige presque au début des années 60, en 1960 même, vers une première conférence qui se serait tenue à Paris, autour
des thèmes bien sûr de détente, mais aussi de désarmement, autour de questions sur la décolonisation. Et Khrouchtchev ne va pas venir à cette comment dire, conférence Est-Ouest organisée par De Gaulle à Paris en 1960, parce que entre-temps, eh bien, il s'est produit un événement qui va refaire monter la tension internationale, qui est l'affaire de l'avion U-2. En effet, cet avion U-2 est un avion espion américain abattu au-dessus de la Sibérie. Et le président des États-Unis d'alors, qui succède à Truman, je vous le rappelle, en 1953, qui est l'ancien généralissime vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, le général Eisenhower, généralissime des armées alliées, Eisenhower qui sera président des États-Unis de 53 à 61, un peu dans la même veine que Truman, même si Eisenhower est un républicain et Truman un démocrate, la même politique anticommuniste se poursuit. Et Eisenhower serait bienvenu lui aussi à cette conférence de 1960, qui est la première grande manifestation de justement cette politique étrangère nouvelle de De Gaulle. Mais en fait, là aussi, l'affaire de l'avion U-2 va tout gâcher. Donc cet avion espion est abattu au-dessus de l'Union soviétique. Les soviétiques, bien sûr, font un grand scandale qu'on les espionne, et Eisenhower répondra de façon assez brutale que c'est tout à fait normal qu'il y ait des avions espions et du coup, eh bien effectivement, cette affaire, puisque évidemment l'aviateur est capturé par les soviétiques, est jugé, puis il va y avoir évidemment une de tractation pour pouvoir le récupérer donc à l'ouest, et bien tout cela évidemment n'arrange pas du tout la situation, et cette première tentative de De Gaulle tombe à l'eau. Qu'est-ce que fera De Gaulle? Eh bien, il va continuer, cette fois-ci, d'appuyer sur le second des leviers qu'il avait mis en place, qui va être celui de cette fameuse réconciliation franco-allemande, c'est-à-dire la remise en marche du fameux couple franco-allemand qui, rappelez-vous, était né en 1925 avec les accords de Locarno. C'est De Gaulle qui va le réactiver, et ce sera important, on le verra, pour la suite de cette période de la guerre froide. Donc, cette première période, si vous voulez, se termine par une nouvelle crise internationale qui se met en place, à nouveau à Berlin. C'est la deuxième crise de Berlin, si vous voulez. 1961, donc, la crise donc du mur de Berlin, la construction du fameux mur. Alors rapidement, puisqu'on est dans une fiche mémoire, qu'est-ce qui fait que de nouveau la tension internationale remonte à Berlin? C'est tout simplement que depuis sa création, la RDA n'arrive pas à décoller, les plans quinquennaux sont des échecs, et puis surtout il y a eu une hémorragie de millions et de millions de citoyens d'Allemands de l'Est qui se servent justement du statut tripartite, quadripartite de la ville de Berlin pour justement pouvoir passer à l'Ouest. Et cette situation est extrêmement périlleuse pour Khrouchtchev, qui là revoit un peu les fantômes de déstabilisation du camp socialiste, qu'il avait vu déjà avec la Hongrie. Cette fois-ci, il voit tout simplement cette Allemagne de l'Est sombrer et fait risquer tout simplement de disparaître. Et donc, très rapidement, avec le premier secrétaire du Parti communiste est-allemand, Walter Ulbricht, eh bien, il va donc décider, sous protection de l'armée rouge, de construire précisément un mur pour empêcher les Berlinois de l'Est de se retrouver de l'autre côté, et mettre un terme à cette hémorragie absolument considérable. Ça va se passer en août 1961. 14 500 membres des forces armées est-allemandes, aidés par les soviétiques, vont donc bloquer tous les points d'accès. Tous les points d'accès vont être bloqués entre les deux Berlins pour que ce mur puisse être construit, ce qui déclenche bien sûr une panique générale au sein même
de la population, surtout est-allemande, hein. Protestation internationale, bien sûr, hein, mais ce mur, qui serait qualifié de mur de la honte, hein, notamment, est construit pour durer, avec un système de miradors extrêmement complexe, hein. Ce mur, donc, est ainsi mis en place. C'est considéré, évidemment, encore une fois, bonne règle de la guerre froide, comme étant donc une crise interne, enfin une action unilatérale, dirions-nous, hein, des soviétiques dans leur propre camp. Un mur donc qui s'installe en 1961. Il faut dire qu'il était temps, puisqu'on est allé jusqu'à, en quelques années, hein, de 49 à 61, jusqu'à presque 4 millions d'Allemands de l'Est, hein, qui partaient vers l'Allemagne de l'Ouest. Un mur donc qui sera le symbole, hein, retenez-le, c'est important, de la guerre froide. Un mur devant lequel le président Kennedy, hein, quand il sera en visite à Berlin-Ouest, devant lequel il prononcera un discours, hein, en indiquant je suis un Berlinois à l'ensemble des habitants de Berlin, de la ville divisée, hein, ce sera un grand symbole. Puis un mur qui, comme vous le savez, on a presque fêté l'anniversaire la semaine dernière, le 9 novembre dernier, va finir par tomber, et ce sera justement le début du fameux mouvement, hein, qui va mettre un terme non seulement à la guerre froide, mais ensuite, un peu plus tard, à l'existence même de l'Union soviétique. Donc ça, c'est extrêmement important de le noter. Ça va effectivement dans la continuité de l'échec de la conférence de détente que voulait De Gaulle, hein. Et De Gaulle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter, en effet, de relancer, hein, cette détente, en s'appuyant cette fois-ci sur le fameux axe franco-allemand. Ce qui va aboutir le 22 janvier 1963, hein, donc presque au moment où aux États-Unis Kennedy, hein, va être cette même année tragiquement assassiné, hein. Kennedy, je vous rappelle, ces dates sont de 61 à 63, hein, le 22 novembre 63. Mais auparavant, justement, on a quand même ce grand moment qui est la signature du traité de l'Élysée, signé donc le 22 janvier 1963, et qui cimente, en fait, et surtout ça qu'il faut retenir, une relation spéciale européenne entre la France et l'Allemagne. Un lien personnel entre deux hommes d'État, hein, dans un premier temps, et puis c'est un traité donc qui établit une coopération accrue entre l'Allemagne et la France dans les domaines des relations internationales, de la défense et de l'éducation. Un traité qui entérine la relation de confiance et d'amitié qui s'est instaurée entre les anciens ennemis héréditaires. C'est le socle sur lequel non seulement on va pouvoir pivoter la suite de cette période de détente qu'on verra la prochaine fois dans les années 70, la fameuse Ostpolitik de Willy Brandt, au passage Willy Brandt qui sera chancelier allemand, successeur d'Adenauer, hein, et qui au passage était l'ancien maire, hein, de Berlin-Ouest, hein, c'est intéressant de le noter, Willy Brandt. Willy Brandt fera partie des grands manifestants, des grands opposants bien sûr, en 61 en tant que maire à la construction du mur, hein. Mais ce traité de l'Élysée vraiment aura un impact important encore aujourd'hui, hein. Le fameux couple franco-allemand tel qu'il existe actuellement entre le président de la République française Emmanuel Macron et Angela Merkel repose là-dessus. Là-dessus donc la détente va pouvoir se mettre en place progressivement, en tout cas au travers de ce que va continuer de faire De Gaulle, hein, et puis ensuite de ce que fera avec son Ostpolitik Willy Brandt à la fin des années 60 et au début des années 70. Et ensuite, comme vous le savez, c'est là-dessus que émergeront en partie de là les accords d'Helsinki qu'on verra la prochaine fois des années 60, de l'année 74-75, qui sera le triomphe de la détente Est-Ouest, hein,
hein. Et on voit très bien, hein, et ça c'est important dans la séance à retenir d'aujourd'hui, que les artisans de cette détente Est-Ouest, ceux qui ont créé finalement ce point de dialogue européen justement, qui aura lieu qui se concrétisera dans la signature des accords d'Helsinki, ben, ce sera justement effectivement donc De Gaulle, hein, dont on parle maintenant, et également le chancelier Adenauer. Et ensuite, bien sûr, Willy Brandt, hein, et Pompidou, successeur de De Gaulle, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, cette politique que va développer De Gaulle va se développer, se reposer sur les relations dont on a parlé la dernière fois, qui s'étaient mises en place dès la Quatrième République, hein, avec les pays de l'Est, hein, avec la Pologne notamment, et surtout aussi beaucoup avec la Roumanie. Hein. En effet, c'est à partir des années 60 hein, que De Gaulle hein, va développer un lien particulier avec la Roumanie et notamment son jeune leader qui succède à Gheorghiu Dej hein, à la fin de la période des années 60, qui sera Nicolas Ceausescu. Ceausescu qui donc lui développera une politique européenne dans le communisme de non-alignement vis-à-vis de l'Est. On aura l'occasion d'y revenir. Avec mes excuses pour cette petite toux. On continue de dérouler la fiche de cette période. Donc, la France développe son axe franco-allemand, accord tout à fait impressionnant que les accords de l'Élysée, et autour duquel vont graviter des relations privilégiées avec certains pays de l'Est, la Pologne, effectivement, la Tchécoslovaquie, mais aussi et surtout la Roumanie. Ce sera à retenir pour cette période. La période abordée aujourd'hui se termine à la fin des années 60, en 1968, avec une année double, où une nouvelle crise, cette fois-ci majeure, se met en place à l'Est. Cette crise va être celle du printemps de Prague, à l'été 1968. Qu'est-ce que c'est que le printemps de Prague, pour le résumer? Eh bien, c'est une tentative d'émancipation de la Tchécoslovaquie, cette fois-ci non pas comme les Hongrois au travers d'une révolution et une sécession du camp socialiste, mais au travers tout simplement d'une réforme dans le socialisme, une réforme essentiellement économique, qu'on appellera le socialisme à visage humain. Deux leaders tchèques seront à l'œuvre, Alexandre Novotny et Alexandre Dubček. Dubček sera celui qui ira le plus loin, sera le premier secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque. C'est lui qui va effectivement développer ce printemps de Prague et cette voie donc européenne dans le socialisme, hein, le socialisme dit à visage humain, c'est-à-dire en gros, on va introduire dans l'économie, enfin on souhaite introduire dans l'économie socialiste des éléments de capitalisme, d'économie libérale. Hein. Le tout associé bien sûr à une politique de détente sur le plan de la dictature communiste, retour au pluralisme de la presse, au pluralisme politique, et également le droit de s'exprimer, la liberté d'opinion. Tout ça ne pouvait pas durer très longtemps, tant ce modèle, ne serait-ce que sur le plan économique, rappelait aussi étrangement celui des Slaves du Sud, hein, de la Yougoslavie, hein, de Tito. Donc là aussi, la même réaction va avoir lieu. Cette fois-ci, nous sommes en 68. Khrouchtchev a quitté, usé complètement par toutes les crises, tous les moments de crise aiguë et les moments de détente plus ou moins réussis qu'il a pu obtenir. Personnage beaucoup trop ingérable pour la direction soviétique. Khrouchtchev est le seul des dirigeants soviétiques à avoir été exclu du pouvoir en 1964. C'est un personnage qui va le remplacer tout à fait monolithique, hein, et
qui va représenter vraiment les intérêts de la nomenclatura, et lui, on sait qu'il ne fera jamais aucune réforme, et peut-être ce sera d'ailleurs une des raisons de la désintégration de l'Union soviétique. Ce personnage sera donc Léonid Brejnev, qui, dès 64, commence à prendre le contrôle, évidemment, de l'appareil soviétique, et qui régnera en maître sur l'Union soviétique jusqu'à sa mort en 1982. On aura l'occasion d'y revenir. Entre-temps, c'est lui qui va donc affronter cette première grande crise de son règne, Brejnev, et même réaction de peur, hein, que celle qu'avait eu Khrouchtchev en 56 avec Budapest. Eh bien, il envoie cette fois-ci les troupes du pacte de Varsovie, et je précise bien les troupes du pacte de Varsovie et non pas l'armée rouge, pour réprimer le fameux printemps de Prague et remettre la Tchécoslovaquie dans la droite ligne, hein, moscovite, hein, soviétique. Alors là aussi, encore une fois, cela va temporiser considérablement les espoirs de détente, qui pourtant avaient commencé à se mettre en place. Hein. Conférence ratée de 1960, traité quand même franco-allemand de 63, hein, développement de relations privilégiées entre la France et certains pays à la fin des années 60. Mais l'écrasement du printemps de Prague fait tout s'effondrer. De Gaulle lui-même va quitter le pouvoir en 69. En 68, on sait très bien ce qui se passe en France, ce sont les fameux événements, cette révolte étudiante, que De Gaulle va maîtriser comme il le pourra, mais qui va néanmoins l'achever sur le plan politique, puisqu'en 69, De Gaulle quitte les affaires. Et la période se termine effectivement par l'écrasement de ce printemps de Prague par donc les troupes du pacte de Varsovie, qui toutes interviendront en effet dans cette coalition pour mettre au pas la ville de Prague, sauf un pays, et je vous le donne en milieu, c'est la Roumanie, hein, de Ceausescu. C'est là que Ceausescu va faire une grande arrivée sur la scène internationale, bien loin du tyran décrié de la fin des années 80. Hein, il s'agit d'une autre période où Ceausescu va bénéficier d'une aura, hein, et d'une popularité vis-à-vis de l'Occident absolument incroyable au début des années 70, tout simplement parce qu'il va refuser, hein, d'envoyer ses troupes se joindre au pacte de Varsovie. Ceausescu va donc devenir un promoteur, paradoxalement, hein, de la voie européenne dans le socialisme, ou de la défense du socialisme à visage humain. Bien sûr, tout cela est du jeu politique interne tout à fait, comment dire, ridicule, hein, dans un certain sens, puisque les dissidents tchécoslovaques seront arrêtés, bien sûr, non pas exécutés cette fois-ci, mais mis en résidence surveillée. Il faudra attendre, encore une fois, les années 89-90 pour revoir apparaître Dubček, hein, aux côtés de Václav Havel, notamment, au moment de la fin du bloc communiste. La fin des années 60 est donc là, nous arrivons à la fin de cette petite fiche, et la détente, eh bien, va devoir à nouveau trouver une relance à son tour. Hein. Cette relance ne viendra pas de Brejnev, ça on en est sûr. On n'est plus du tout dans la même atmosphère que la période de déstalinisation, mais peut-être qu'elle pourrait venir justement du fameux couple franco-allemand et de tous les grands les traits et les grands axes que De Gaulle, hein, avait pu commencer à mettre en place depuis 1958. On le sait, c'est ce qui va se produire dans la période que nous verrons la prochaine fois, avec la politique que va développer le successeur de Konrad Adenauer, qui sera l'ancien maire de Berlin Ouest, c'est-à-dire Willy Brandt, qui lui va poursuivre cette politique européenne d'indépendance au travers notamment de ce qu'on va appeler l'Ostpolitik, c'est-à-dire la politique à l'Est. C'est ce que nous aurons l'occasion de voir la prochaine fois. Donc, eh bien, je vous invite à liker avec un petit pouce cette vidéo si elle vous a été utile, vous a plu, à découvrir les autres éléments de cette chaîne Parlons Histoire, et aussi, bien sûr, à vous y abonner si cela vous avez trouvé cela intéressant. Je vous dis à la prochaine fois pour cette fois-ci ce qui sera la 9e fiche de ce cours d'histoire de l'Europe centrale et des Balkans. Merci, au revoir, à la semaine prochaine.